Merci. Vous êtes chez Égalité et Réconciliation pour une conférence sur votre livre Voltaire antisémite. On va auparavant vous poser quelques questions. On commence pour les questions de culture générale. C'est quoi être antisémite ou c'est quoi l'antisémitisme ? Il y a deux acceptions possibles. Il y a celle du pouvoir actuel, depuis que M. Valls, dans une conférence dite d'été, a dit « Monsieur Soral, Monsieur Dieudonné ». Il a donc défini, et c'est accepté, hein, les tribunaux le prouvent, que toute critique des Juifs, d'un Juif, de l'État d'Israël, du Talmud, de la Sinaï, n'importe quoi, c'est antisémite. L'antisionisme, qui jusqu'à présent était catalogué de gauche, parce qu'il l'était, enfin il était quand même repris par le PCF et les gauchistes, est devenu antisémite. Donc il y a première définition, qu'est-ce que l'antisémitisme ? C'est tout ce qui critique de près ou de loin l'être juif. Sinon, si on veut être un peu plus sérieux, évidemment, l'antisémitisme, il y en a trois historiquement, il y a l'antisionisme, enfin non, il y a trois formes qui s'apparente à ce que le pouvoir dit, c'est l'antisionisme, mais lui, l'antisionisme pour moi, ça n'existe plus, je ne le considère pas, puisque c'est complètement tombé dans l'escarcelle des gauchistes, qui l'ont dénaturé. En outre, depuis que les indigènes de la République s'en mêlent, comme les indigènes de la République, c'est un parti raciste, profondément raciste, anti-blanc, l'antisionisme a une autre signification qui n'est pas la mienne, puisqu'avant l'antisionisme était essentiellement porté par les Blancs, hein, c'était l'antisionisme français, anglais, américain, et en outre, on a liquidé la direction Arafat, qui était pour moi le véritable antisionisme, et depuis qu'il a été repris en main par les frères musulmans, bref, l'antisionisme, je dirais, c'est bien fait pour lui qu'il soit antisémite. J'arrête de plaisanter, soyons un peu plus sérieux, mais il y a aussi l'antijudaïsme clérical classique, mais qui est aujourd'hui considéré comme antisémite, ce qui est là aussi une erreur, puisque c'est un antijudaïsme qui dit « ce sont nos frères séparés » et n'ont pas reconnu le message. Et puis il y a l'antisémitisme de Voltaire, que je vais avoir l'honneur de vous présenter, qui est, lui, profondément raciste, basé sur l'être juif, qui les hait, hein, c'est comme Céline, il ne peut pas souffrir les juifs, et en plus, il considère qu'ils sont un État dans l'État, hein, il le dit de cette manière, et qu'ils sont une nuisance objective, puisqu'ils sont un parti avec une volonté de puissance. Là-dedans, vous me demandez c'est quoi l'antisémitisme, ben je dis c'est tout ça, moi je ne prends pas parti parce que je ne suis pas antisémite. Et êtes-vous soralien ? C'est quoi être soralien ? Moi j'ai suivi Soral par cette tournure anti-idéologique qu'il avait et qui m'a fait voir en lui un intellectuel dont la pensée était transversale, inédite, novatrice. Et que cette pensée, chez Soral, rompait en visière avec les vieilles boutiques idéologiques qui, pour moi, sont obsolètes pour penser le monde moderne. Le monde postmoderne, il ne peut pas être pensé ni avec le vieux marxisme, ni avec la vieille critique catholique. C'est mon avis. Et je pense que Soral, c'est aussi une pensée de la rupture. Ces deux boutiques, il les a réunies, il a tenté de les transcender par sa propre pensée, hein, qui est dans laquelle on pouvait retrouver l'apologie et de Marx et de Jean-Jacques Rousseau, mais aussi de Staline, de Louis XIV. J'ai beaucoup aimé ça. Je me suis dit, voilà un homme, ecce homo, et j'avais décidé de le suivre. Parce que c'est le penseur politique dont je me sens le plus proche, asymptotiquement, c'est-à-dire tendanciellement. Pour adhérer à ER en 2007, je suis passé par-dessus des antipathies fondamentales que j'ai eues spontanément, le pro-islamisme et le stalinisme. Ça aurait été n'importe qui d'autre que Soral, je serais parti illico. Mais j'ai passé par-dessus ça qui m'ont semblé secondaire par rapport à ce que vous me demandez, ce que j'appelle le soralisme, c'est-à-dire cette pensée en rupture par cet homme qui est un homme de la rupture. Malheureusement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, non pas lui n'a pas changé, mais que du fait de la répression épouvantable que nous avons subie, toute répression fait reculer. Hein, ça, je ne sais pas, il y a des gens qui disent qu'il faut être martyr d'humain, c'est faux. Hein.
toute répression fait reculer, hein. C'est une loi physique. À partir du moment où il y a un mouvement qui attaque le pouvoir riposte, et cette riposte va nécessairement viser à détruire cette révolution, mais si elle ne réussit pas à le détruire, elle va la faire reculer. Et nous avons reculé. Objectivement, nous avons reculé. Et ce recul implique qu'il faut chercher du repli sur ces vieilles boutiques dont je vous parle, qui, il me semble, aujourd'hui fournissent le gros, c'est-à-dire statistiquement, l'ensemble. Si bien que je me définirais moi-même comme un ultra du soralisme. Je suis plus royaliste que le roi, je suis plus soraliste que Soral. Moi, je maintiens de ce parti-là, de ce bord, nous sommes cet aspect de rupture, mais je marche dans aucune autre combine. Ni SOS Racisme de gauche, ni le jésuitisme. Très bien. Jolie réponse. Merci beaucoup. Donc, une question, c'est quoi être patriote? Comme j'ai été long, là, je vais être bref. Aujourd'hui, on ne peut plus l'être. Il n'y a plus de patrie possible, sauf celle, la France de l'esprit. J'en dirai pas plus. Donc, sur la France, c'est quoi donc être français? C'est quoi un Français? Bon, mais je vais rester dans le style lapidaire, puisqu'il faut rattraper le temps perdu, là. C'est avoir la nationalité française, avoir une carte d'identité française. Donc, ça ne signifie rien. Par rapport à votre passé, la question que je pourrais vous poser, c'est quoi être trotskiste aujourd'hui? Être trotskiste, il y a trotskiste comme moi, je l'ai été. Ce que ça m'a laissé comme trace, je vais vous faire un aveu. Je le fais publiquement. Je souffre d'une espèce d'infirmité. Oui, j'ai quelque chose qui est gênant, c'est que j'ai lu Trotsky. Ah mince, ça c'est pas de bol, hein. Et je suis en face de gens qui ne l'ont jamais lu, mais qui, soit parce qu'ils sont staliniens et considèrent que les procès de Moscou étaient vrais, soit parce qu'ils sont catholiques et ils se signent en entendant parler de Trotsky comme ils se signent en entendant parler de Voltaire. Mais moi je l'ai lu. Et alors ce que je vais vous dire, je vais déplaire encore une fois à tout le monde, c'est un des plus grands penseurs politiques qui se puisse considérer. C'est une immense pensée politique. Donc je vais répondre à votre question précisément. Qu'est-ce qu'un trotskiste? Pour moi, c'est un épigone sénile qui n'a rien compris au génie du maître, qui annonce le programme de transition de Trotsky, alors que les prémices qui rendaient possible objectivement ce programme ne sont plus là. Donc ce sont des gâteux pour moi. Quant à Trotsky, je vous dirais juste deux mots. Sur sa pensée, bien sûr, pas sur l'être. Trotsky, c'est quand même l'homme qui a écrit, en début du programme de transition, que le mode de production capitaliste était à terme. Et il a ajouté, les forces productives ont cessé de croître, et la prémisse objective du socialisme a commencé de décliner. Et c'est le pronostic qui est écrit, je dis bien écrit. Sans révolution prolétarienne, à la suite de la guerre qui vient, la Deuxième Guerre mondiale, dit Trotsky, la possibilité de la révolution socialiste sera rayée. Je me demande comment on peut être trotskiste après ça. D'ailleurs, je voudrais rappeler que les trotskistes dans les années 60, dans les années 50, après la fin de la Deuxième Guerre, voyant que se sont tous ralliés au stalinisme, comme elle le critique, Michel Pablo et d'autres noms qui ne me reviennent pas, qui étaient les chefs de la 4e internationale, ont dit le stalinisme construit le socialisme à sa manière, il faut rentrer dedans pour l'aiguillonner à gauche. Donc ils ont tiré la leçon et puis ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Et je voudrais dire aussi aux auditeurs que Trotsky, c'est un des plus grands penseurs de l'antifascisme. Je n'ai jamais rencontré son équivalent. En pleine guerre mondiale, alors que lui-même est d'origine juive, bien que chez lui ça ne joue aucun rôle, il l'a dit à plusieurs reprises, il a critiqué l'antifascisme comme une crapulerie, c'est son terme, stalinienne, pour attacher le char du prolétariat à la bourgeoisie dite progressiste. Il n'a eu de cesse de critiquer l'antifascisme comme donnée en disant que c'est une inexistence. Il disait qu'entre la bourgeoisie repue, française, anglaise, américaine, et la bourgeoisie, les loups maigres du capital, l'Allemagne, qui n'avait pas eu sa part du butin colonial, c'était une guerre dans laquelle il était impossible de prendre parti.
Il a considéré que l'écrasement de la révolution espagnole par Staline, ça s'est fait au nom de l'antifascisme. C'est-à-dire que cette unité, l'antifascisme, permettait aux gangsters staliniens et aux truands de la bourgeoisie espagnole de gauche de s'allier contre les anarchistes, qui, eux, voulaient une révolution prolétarienne. Donc l'antifascisme, pour Trotsky, c'est son analyse. Hein. C'est la même analyse qu'Orwell. Orwell n'est pas trotskiste. Moi, je ne suis pas trotskiste. Mais on fait la même analyse. Voilà ce que j'ai pu un peu dire sur ce sujet. Une transition toute trouvée, parce que vous avez parlé du fascisme. Donc, c'est quoi être fasciste? C'est quoi le fascisme? Est-ce que c'est une question qui vous... Oui, très intéressant, passionnant, parce que elle ouvre d'abord sur la distinction que faisait Pasolini, sur ce qu'il a appelé le paléofascisme, ou l'archéofascisme, c'est-à-dire un fascisme dont on ne peut plus avoir connaissance que par, disons, l'archéologie. On découvre des os et à partir de là... Parce que l'humanité, pour reprendre la pensée de Pasolini, l'humanité idoine qui peut produire ou le communisme ou le fascisme à l'ancienne n'existe plus. Et donc le paléofascisme, on doit d'abord le relier à la guerre mondiale. Parce que finalement, en dernière analyse, ce fascisme, ce paléofascisme, c'est le front. C'est le front qui prend le pouvoir. Qu'est-ce d'autre ? Il a d'autres aspects. Mais finalement, c'est les soldats du front et leur parti qui, en Allemagne, en Italie, s'emparent du pouvoir. Et ça ne se reproduira pas dans un monde où on ne fait plus le service militaire, où les seules guerres sont les guerres siono-impérialistes. Et donc les seuls combattants, d'ailleurs, qui sont capables de faire un fascisme réel, ce sont les islamistes. Hein. C'est marrant, d'ailleurs, qu'ils soient tombés dans l'escarcelle du gauchisme. Mais enfin, les gauchistes s'arrangeront. Un jour, ils régleront leur compte ensemble. Ça ne me concerne pas. Alors, maintenant, il y a aussi le néofascisme. Le fascisme actuel, il existe. Alors, je reprends encore la pensée de Pasolini. Hein. Pour lui, vous le savez tous, les fascistes, ce sont les antifascistes. Pour moi, ça ne me surprend pas que les fascistes s'appellent Antifa, puisque aujourd'hui, on donne une dénomination contraire à la vérité chaque fois. On appelle diversité l'uniformisation. On appelle, je ne sais plus quoi, on appelle sexisme, qui est tous les suffixes isme impliquent une adhésion, communisme, etc. Et on appelle le sexisme aujourd'hui la haine du sexe. Bon, enfin, vous voyez, donc tout est aujourd'hui expliqué par son contraire. Donc les fascistes réels, ce sont les antifas, qui d'ailleurs correspondent à une définition classique du fascisme. Hein. Le fascisme, c'est la petite bourgeoisie déchaînée contre le prolétariat, à l'époque de l'archéofascisme, mais aujourd'hui c'est bien la petite bourgeoisie boboïde déchaînée contre le populisme. Aujourd'hui, c'est quoi être chrétien et quel est son rôle dans le monde actuel? Alors là, c'est ce que je voudrais bien savoir. Monsieur, c'est quoi être chrétien? C'est la question que je cherche. Moi, je cherche comme Diogène avec sa lanterne. Ce que je cherche, c'est un chrétien. J'en ai trouvé deux quand même. John et Claire, deux amis, qui sont des cathotradis d'une admirable humanité et qui me montrent qu'on peut l'être. Escada et Soral se disent maintenant catholiques. Je dis, voilà un catholicisme, j'ai envie d'en être. Je ne le vois nulle part. Par contre, je ne vois que capitulation. Ça va être d'ailleurs l'objet de ma conférence. Le catholicisme mâle du Moyen-Âge a disparu. Le catholicisme qui l'a remplacé, ça a été ensuite ce matriarcat féministe, néo-féministe, moraliste. Maintenant, c'est l'aile chrétienne. Là, il y a eu à Rome, il y a eu comment on appelle un congrès, un synode pour l'Amazonie. Où on a parlé de la Pachamama, objectivement. Et c'est pas de moi, c'est d'une dame de la revue Présent, ultra-catholique traditionnelle, que j'ai écoutée sur Radio Courtoisie. Donc elle n'a pas mes idées, mais elle était absolument déconcertée en disant que le pape non seulement avait affirmé qu'il y aurait de l'ordination des femmes, mais elle a vu que idéologiquement le catholicisme actuel se liait avec la représentation de la Pachamama, c'est-à-dire Kali, la déesse Kali, revue et visitée par ses tenants. Alors moi je vous dis, voilà, la question c'est qu'est-ce que c'est être chrétien? Ben monsieur, je le demande, je ne sais plus, des chrétiens je n'en vois plus.
Je ne vois plus que des gens qui sont chrétiens par une forme d'apparaître. La bourgeoisie se divise en bourgeoisie juive, en bourgeoisie catholique et en bourgeoisie franc-mac. C'est l'ancienne division d'ailleurs de la bourgeoisie légitimiste, orléaniste et républicaine. Pour moi, ils sont très fondus dans la détermination bourgeoise.